toujours en direct, du coup, ici, avec vous où vous soyez. Nous, ici, en direct du Hub Institute à Paris. Alors, après ce lancement, après cette introduction, il va être temps d'entrer vraiment dans le vif du sujet des mots-clés que nous allons évoquer. Et pour ça, nous avons la chance d'avoir une grande témoin. Valérie Delson-Desmottes, bonjour, vous êtes en direct de Saclay. Bonjour. Bonjour Alors, à vous toutes et êtes tous. coprésidente du groupe 1 du GIEC depuis octobre 2015, vous êtes membre du Haut Conseil pour le climat, et puis vous êtes grand témoin de cette journée météo-climat quand même. Valérie Masson-Delmotte, il se dit beaucoup de choses, il se lit beaucoup de choses. Certains se sentent noyés, d'autres se sentent peu informés. La littérature autour des enjeux du climat est vraiment importante. Est-ce que vous pouvez nous redonner les grands enjeux dans le fait de pouvoir disposer d'une information de qualité? Oui, tout à fait. En fait, chaque année, on a maintenant près de 40 000 publications scientifiques autour des enjeux liés au changement climatique. Et ça motive d'autant plus connaissances et puis en distiller les éléments importants pour éclairer des choix, importants pour comprendre. Et d'ailleurs, les trois derniers rapports spéciaux du GIEC ont souligné à quel point l'éducation, le fait d'acquérir un socle de compétences par rapport aux enjeux climat, était quelque chose de fondamental. Alors je rappelle en fait, on en est à un peu plus de 1 degré de réchauffement à la surface de la Terre, continents et océans, plus marqué en France comme sur tous les continents. Ce réchauffement, il est entièrement dû aux conséquences des activités humaines par l'émission de gaz à effet de serre qui piègent de la chaleur. Et il entraîne dans chaque région un ensemble de conséquences, des tendances, des événements extrêmes plus fréquents, plus intenses, les vagues de chaleur, l'intensité des pluies records ou les sécheresses selon les régions, parfois même dans la même région, la montée du niveau des mers et ses enjeux pour le littoral, qui touchent et qui concernent tout particulièrement la France. Donc on vit tous en fait dans toutes les régions du monde aujourd'hui avec les conséquences d'un climat qui change et pour lequel on n'est pas prêt. Donc un enjeu important, c'est comprendre et donner sens à ce qui est observé, comprendre même pour des événements ponctuels comment l'influence humaine sur le climat les a modifiés, là où on vit finalement, comprendre quelles sont les évolutions attendues sur la base des connaissances scientifiques pour s'y préparer, renforcer ce qu'on appelle l'adaptation à un climat qui change. Et puis une des conditions clés pour arriver à stabiliser le réchauffement climatique, c'est que les émissions mondiales de gaz à effet de serre, en particulier de dioxyde de carbone, qui pèsent le plus, une condition clé pour stabiliser le réchauffement, c'est qu'elles diminuent fortement année après année pour atteindre dans le monde entier net zéro. Ce sont des transformations profondes, en fait, qui touchent à tous les secteurs d'activité, vraiment dans toutes leurs dimensions. Et pourquoi est-ce que l'éducation est fondamentale? C'est parce qu'en fait, il y a des enjeux à mettre en œuvre, à accélérer des transformations de société. Et si on ne comprend pas les enjeux, si on ne comprend pas non plus les dimensions d'une transition qui soit juste, on peut avoir l'impression de changements qui sont subis, alors qu'il s'agit en fait de comprendre les enjeux, de se les approprier, de aussi réfléchir aux enjeux d'une transition juste, perçue comme juste, pour pouvoir la mettre en œuvre comme un choix de société. Et ces choix dépendent du contexte de la région. Pour cela, il y a besoin de former également des citoyens, pas uniquement qui comprennent les enjeux, mais qui aient envie d'agir et qui apprennent à agir. Ça, on va y venir effectivement un petit peu après, mais j'ai envie de mettre les pieds dans le plat en quelque sorte. C'est quoi une bonne info sur le climat? Comment arriver à pas être totalement sous l'eau devant une pléthore d'informations? Je crois qu'il y a plus de 20 000 articles publiés chaque année rien que autour de l'item climat. Comment on fait face à ça? Alors, il y a bien sûr des enjeux à l'échelle planétaire, mais ça peut sembler souvent hors sol. Donc, à mon sens, dans le cadre de l'éducation, ce qui peut être extrêmement pertinent, c'est d'ancrer finalement la réalité d'un climat qui change, l'état des connaissances par rapport aux évolutions à venir, de manière spécifique au contexte où l'on vit. Et en France, on a la chance d'avoir des ressources pour cela. On a des centres de recherche, des universités dans chaque région qui contribuent à produire des connaissances qui ont du recul, qui sont capables de distinguer les choses robustes, solidement établies, celles qu'on souhaite transmettre en priorité. On a des groupes régionaux d'experts climat, des observatoires régionaux climat, qui peuvent être des formidables ressources
pour construire des éléments très solides qui soient ensuite intégrés dans les enseignements spécifiques à chaque région. Je pense que c'est un enjeu majeur, d'autant plus que les régions jouent un rôle important comme chef de file de l'action climat. Le rapport du Haut Conseil climat de l'année dernière, qui a d'ailleurs une version grand public à chaque fois, le souligne. Et si vous avez un conseil du coup pour les enseignants qui nous regardent, ce serait lequel, à part regarder le rapport du GIEC, les rapports du GIEC? Alors, les rapports du GIEC, ils sont difficiles à lire parce qu'ils sont écrits dans Ouais. leur chapitre en anglais et dans un langage scientifique. Mais ils comportent des questions fréquentes qui sont traduites en français. Ils comportent également un glossaire qui explique en fait chacun des termes, qui peut être aussi une ressource pédagogique. J'ai vu des enseignants développer des alphabets du climat finalement, des abécédaires à partir de ces ressources. Les résumés pour décideurs sont un peu techniques, mais l'Office, par exemple, pour l'éducation au climat, a adapté les récents rapports sur l'océan, les glaces, sur 1,5 degré, et puis sur le climat et les terres. Ça touche à des enjeux d'alimentation, par exemple, ou de systèmes de production agricole. Et il les a adaptés pour en faire des ressources qui puissent être mobilisées en classe. Et donc, mon propos, c'est vraiment de dire que vous pouvez vous appuyer sur un certain nombre de ressources fiables, produites, coproduites entre des spécialistes de pédagogie et en s'appuyant sur l'état des connaissances le plus rigoureux, le plus objectif, par exemple tel que produit par le GIEC au niveau mondial ou produit par les groupes régionaux d'experts climat sur l'information propre à chaque territoire. Et Valérie Masson-Delmotte, il y a aussi un sujet qu'on va réaborder aujourd'hui, c'est le sujet de l'éco-anxiété. Les enseignants ne sont pas forcément là pour partager et leurs angoisses et angoisser eux-mêmes les élèves. Et puis les élèves, mais ça je vais vous laisser plus en parler, les élèves vivent une série d'injustices flagrantes. Ils voient qu'il y a un décalage dans la compréhension. Comment accompagner ça? Comment trouver le juste équilibre? Alors la première chose en fait, c'est que si on ne parle pas d'un enjeu majeur, c'est ça à mon sens qui crée le plus d'anxiété. Le fait d'avoir un cadre structuré, un cadre scolaire avec des adultes référents, pour ne pas garder pour soi ses propres questions, mais avoir un espace pour les partager, c'est quelque chose de fondamental. Donc le fait de structurer ce cadre, d'avoir des adultes repères, de pouvoir aborder l'état des connaissances, poser ces questions, et comprendre à la fois quels sont les risques si l'on n'agit pas, mais aussi quels sont les ensembles des leviers d'action dont on dispose pour vivre le mieux possible dans un climat qui change, avec des enjeux bien sûr de solidarité, puisque les vulnérabilités, les expositions ne sont pas les mêmes, cela fait partie des enjeux de la justice climatique, et puis également les leviers pour agir, pour faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et dans ce sens, toutes les initiatives collectives, par exemple le travail possible pour les éco-délégués, c'est une chance parce que ça permet à des jeunes personnes qui se sentent particulièrement concernées, qui ont envie d'agir, d'avoir la fierté de pouvoir agir ensemble et obtenir des résultats, plutôt que d'être paralysés par l'ampleur des changements à mener ou le sentiment d'impuissance qui est également présent. Et la dernière chose, c'est que cela montre aussi l'importance de mobiliser l'ensemble des disciplines scientifiques. Moi, je suis physicienne en fait, je ne suis pas spécialiste ni de psychologie, ni de sociologie, et on a besoin de mobiliser tout particulièrement les sciences humaines et sociales, l'histoire dans les matières scolaires, l'économie, mobiliser également la philosophie, la littérature, parce que croiser ces différentes perspectives, s'appuyer sur ces multiples dimensions, c'est aussi quelque chose d'important pour dépasser les émotions et arriver en fait à s'ouvrir à une approche de raisonnement structuré, à une capacité à agir. Et je souligne ce point parce que finalement, la question de l'éducation, ça fait aussi partie des engagements internationaux. L'article 12, par exemple, de l'accord de Paris sur le climat, demande de renforcer l'éducation sur l'ensemble des aspects qui touchent au climat. Et cette dimension transverse, ouverte, internationale, c'est également quelque chose d'important. Et pour peut-être surmonter les émotions qui peuvent être paralysantes, un point qui est important, c'est parvenir à se mettre à la place de l'autre. Par exemple, il existe des jeux sérieux qui permettent d'aborder la coopération, la manière d'agir ensemble. Notre institut, l'Institut Pierre-Simon Laplace, a développé un jeu de collaboration où on se met à la place de différentes villes du monde pour agir par rapport au changement climatique. Ça peut faire partie d'outils d'éducation informelle, en fait, qui permet justement de comprendre ces enjeux de coopération pour sortir aussi d'une forme de solitude qui nourrit cette anxiété.
Donc c'est vraiment comprendre par l'action, comprendre les tenants et les aboutissants de la démarche scientifique, finalement. Alors sur la démarche scientifique elle-même, pour moi c'est quelque chose de fondamental de le partager. Ça peut être enseigné très tôt. Par exemple, on peut faire des petites expériences en classe liées au fonctionnement du climat. Différents groupes d'élèves peuvent décrire ces expériences, croiser leurs retours d'expérience, hein, leurs notes, et comprendre les limites de ce qu'ils ont fait, simplement en exerçant leur esprit critique. Et cette façon de jouer la relecture critique par les autres, c'est un des points clés de la démarche scientifique, du raisonnement, pour avoir des résultats qui soient objectifs, réplicables, vérifiables. Et le fait de comprendre la démarche scientifique, pour moi, c'est essentiel pour l'esprit critique des plus jeunes, pour que ce soit des citoyens qui ensuite exercent cet esprit critique, dans un monde où en particulier ils sont submergés d'informations de tout type via les réseaux sociaux. Et donc comprendre la singularité de la démarche scientifique, la qualité de raisonnement qu'elle associe, pour le climat comme pour bien d'autres sujets qui touchent aussi à la santé, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Et quand on s'est appelé il y a 2 jours, on vous dit tout, on s'est appelé il y a 2 jours, vous m'avez aussi parlé de cette démarche d'action, le pouvoir d'agir qu'il faut développer, la compréhension de la démarche scientifique chez les enfants, évidemment, mais aussi, il y a quelque chose à faire dans le bâti. Les écoles, c'est du mobilier, c'est de l'immobilier, ce sont des cours, ce sont des arbres éventuellement. Il y a quelque chose à faire vraiment à côté de chez eux, finalement. Oui, et puis pour souligner l'urgence à agir sur les établissements scolaires, je rappelle qu'en 2019, on a eu des vagues de chaleur très fortes. Ces vagues de chaleur ne se seraient probablement pas produites avec une telle intensité en France si l'homme n'avait pas perturbé le climat. C'est le résultat d'un ensemble de travaux qu'on appelle d'attribution d'événements extrêmes. Au cours de ces vagues de chaleur, on a bien vu que les établissements scolaires n'étaient absolument pas adaptés et même les épreuves de brevet ont été repoussées. Donc ça montre l'enjeu d'adapter les établissements scolaires, les rythmes scolaires même, pour vivre dans un climat qui se réchauffe. On a également énormément d'établissements qui accueillent des enfants, d'établissements scolaires, qui se situent dans des zones inondables et qui sont affectés lorsqu'on a des inondations. Dans le sud de la France, on observe déjà une augmentation de l'intensité des pluies records. Ce sera amené à s'intensifier dans un climat qui se réchauffe. Ce sont 2 exemples qui montrent que les établissements scolaires font partie de nos communautés. Les enjeux d'adaptation à un climat qui change les concernent également. Et donc travailler sur la gestion de risque, l'anticipation, faire en sorte d'assurer la continuité de l'accès à l'éducation même en situation de crise. Je pense aussi aux territoires d'outre-mer face aux risques cycloniques par exemple et aux perturbations sur l'accès à l'éducation. Agir dans cette dimension-là, c'est quelque chose d'important et ça concerne l'ensemble d'une communauté. Le deuxième volet, c'est faire des établissements scolaires, finalement des prototypes d'infrastructures dont on a besoin. Donc des infrastructures qui soient résilientes, qui fonctionnent dans un climat qui change, des infrastructures qui sont efficaces pour les déchets, qui sont efficaces pour une alimentation saine et soutenable, transparente finalement, des établissements qui également ont un bilan carbone qui tend vers le zéro, donc sur le chauffage par exemple. Tout cela en fait fait partie, à mon avis, de possibilités d'action formidables à l'échelle des établissements scolaires, offrent la possibilité de projets au sein de ces établissements et puis peuvent avoir un rayonnement très grand, plus largement, à l'intérieur des communautés qui se constituent finalement avec les parents, avec les collectivités, autour de ces établissements scolaires également. Donc le rêve, en fait, c'est qu'ils soient finalement exemplaires et qui permettent de se projeter dans un monde où on vit mieux et un monde où on a agi, on n'a pas subi finalement les conséquences d'un climat qui change. Et oui, c'est ça, une école, c'est aussi une communauté. Il y a les élèves, les enseignants, toute la communauté pédagogique et la communauté administrative, etc., etc. Mais c'est aussi les parents. Oui, puis aussi les compétences Et oui, des agents qui peuvent être valorisés, ce qui donne en fait, je l'ai vu sur des projets d'éco-délégués, une intensité à la vie ensemble au sein d'un établissement scolaire, ce qui permet aussi parfois à des élèves qui sont peu motivés par les apprentissages plus formels, de trouver un espace d'épanouissement par rapport à des projets qui donnent du sens à leur place en tant qu'élève. Et c'est pour ça que pour moi, la question de l'environnement, comme le disait Madame la Ministre, elle est intimement liée à la question du vivre ensemble et des valeurs clés de la République qu'on souhaite transmettre et faire rayonner. je voudrais juste qu'on revienne sur le point de l'éco-anxiété, parce que peut-être qu'on ne l'a pas totalement ouvert, et je sens qu'il y a des questions. Continuez de poser d'ailleurs vos questions à côté de la vidéo.
L'éco-anxiété, est-ce que vous comprenez quand un enfant vous dit là, moi je comprends pas, je vois les adultes qui font n'importe quoi, je vois les adultes qui jettent leur mégot par terre, qui jettent leur masque par terre, et moi on me demande de faire un tas d'efforts, et moi je sens bien que j'ai compris avant eux, mais je ne sais pas exactement comment le dire. Que Oui, alors ça, faire? c'est autre chose en fait. C'est reporter sur les enfants la charge mentale de faire évoluer l'ensemble de la société, ce qui, à mon sens, n'est pas quelque chose d'acceptable. Et donc, au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi l'importance d'agir, non pas simplement par rapport aux enfants en espérant qu'ils contribueront à changer la société, mais aussi à faire en sorte que l'ensemble des adultes prennent eux-mêmes leurs responsabilités. De ce point de vue-là, dans certains contextes, j'ai vu émerger par exemple des liens entre les propositions d'éco-délégués, les conseils municipaux des jeunes, l'action qui peut être menée à l'échelle des collectivités locales, qui sont intéressantes. C'est-à-dire, en fait, on accorde une attention à la parole des enfants, aux recommandations des enfants, et ensuite, on met en place des plans d'action qui concernent l'ensemble des citoyens, et pas uniquement ceux-là. Et par ailleurs, donc, parmi les ressources que j'ai trouvées et qui sont particulièrement intéressantes, non pas sur la frustration, mais sur cette forme d'éco-anxiété, je sais que l'Académie australienne de psychologie, par exemple, a développé des ressources particulièrement spécifiques. Comment parler de manière bienveillante des enjeux climat à des enfants, comment leur donner la parole et comment les aider à surmonter un certain nombre d'émotions qui touchent à la peur, à la colère, au sentiment d'impuissance. Ce sont des émotions aussi qui ressemblent à celles d'un deuil, donc une forme de deuil d'insouciance par rapport aux enjeux climat. Et ce que soulignent en fait ces spécialistes de psychologie, moi je n'en suis pas, c'est l'importance de pouvoir avoir un espace pour en parler. Ça veut dire aussi que les enseignants soient préparés pour pouvoir aborder ces questions-là en classe, qu'on puisse aussi identifier éventuellement des enfants qui souffrent. On le sait, dans le contexte actuel, c'est particulièrement important de pouvoir leur apporter une aide psychologique aussi, pour ne pas les laisser seuls et démunis. Et puis je pense que la meilleure chose qu'on puisse faire pour aider les enfants, c'est, en tant qu'adulte, montrer en fait l'action qui est engagée, et une action qui soit à la hauteur des enjeux. Et donc pour cela, c'est également important que la parole des adultes ne soit pas une parole de communication, mais une parole crédible, sérieuse, d'engagement et d'engagement qui soit tenu. Et d'ailleurs, on parle de cette anxiété chez les enfants, mais les enfants, les adolescents, les étudiants également, et les enseignants aussi. Il faut aussi, l'accompagnement est très très important là-dessus, notamment. Oui, moi j'ai vu qu'à Paris-Saclay, on a monté en deuxième année de licence un cours transverse sur la transition écologique qui a mobilisé plus de 30 enseignants-chercheurs de différentes disciplines, justement, sciences de la vie, sciences, géosciences, mais également sciences humaines, sciences sociales. Et le retour des étudiants a été de toute discipline, hein, quelle que soit la licence dans laquelle ils étudiaient, a été très positif. On voit qu'il y a une aspiration finalement à avoir une vision qui soit transverse et qui ne soit pas simplement des faits scientifiques, mais aussi une profondeur de réflexion et d'analyse sur les enjeux de transformation de société, qui soit aussi éclairée par exemple, des connaissances historiques sur les transformations Mmh. passées. Voilà. Et cette idée, c'est vraiment de comprendre les enjeux, les difficultés, d'être lucide, mais aussi les pistes d'action, parce qu'on est devant une situation inédite, hein, le changement climatique tel qu'il est aujourd'hui, c'est une rupture par rapport aux variations naturelles du climat. Ce sont des enjeux nouveaux. On a besoin d'innover, de construire, et on a besoin d'innover dans la pédagogie, dans l'approche de ces enjeux, dans tous les enseignements. On a parlé beaucoup des enseignements généraux, mais je veux aussi mettre l'accent sur les enseignements professionnels, les enseignements agricoles. Les enjeux sont formidables aussi parce que les compétences professionnelles, les compétences technologiques qui vont être nécessaires demandent aussi un renforcement de capacité dans toutes les dimensions de la formation. Et quand nous avons échangé il y a 2 jours, vous m'avez aussi parlé de votre joie de partager la connaissance, de partager vos savoirs, de partager vos acquis, etc. Est-ce que vous diriez, en gros, à tous les scientifiques ou à des scientifiques qui n'osent peut-être pas aller au contact, aller vers les enfants, vers les adolescents, est-ce que vous leur diriez, là, il faut y aller, il faut vraiment se bouger? En fait, c'est quelque chose qui monte en puissance très clairement. On l'a vu tout à l'heure avec les interventions d'Éric, de Jean. Dans ma propre communauté scientifique, la plupart en fait des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui en ont le temps, sont très ouverts, très demandeurs aussi de partager leurs connaissances, d'être finalement acteurs de la construction de ponts entre le monde académique et l'ensemble de la société.
Moi, j'apprécie particulièrement les rencontres avec les plus jeunes. Ils sont très ouverts, ils posent leurs questions de manière très franche, très nette. Quand on n'est pas clair, ils nous le disent de manière évidente. Mm. Et souvent, je le dis, mais c'est pas une boutade en fait, hein, c'est très sérieux. Si j'arrive à expliquer clairement les points clés d'un rapport du GIEC à un enfant, à un adolescent curieux d'une quinzaine d'années, je peux l'expliquer à un ministre, je peux l'expliquer à un président de la République, parce que finalement, arriver à expliquer les choses de manière très claire, c'est le défi aussi qu'ont les enseignants qui sont là aujourd'hui, Ouais. et comme l'a dit Eric, qui jouent un rôle critique pour justement parvenir au-delà de ce que nous on peut faire ponctuellement comme scientifiques, en construisant des compétences, en mesurant que ces compétences sont bien acquises et en formant des citoyens éclairés. Juste un dernier mot, mais un dernier mot important, parce qu'il est quand même assez complexe. Le GIEC. Le GIEC, c'est quoi son actualité? Quels sont éventuellement, pas ces rapports à lire, parce qu'il faut tous les lire, mais en même temps, on l'a dit, ils sont quand même assez redoutables aussi à affronter. C'est quoi son actualité au GIEC en ce moment? Donc le GIEC, en fait, il ne produit pas de connaissances nouvelles, mais il passe en revue l'état des connaissances sur la base des publications scientifiques, techniques ou socio-économiques, et il en distille les points clés, non pas en rédigeant des encyclopédies, mais en analysant les connaissances les plus pertinentes pour éclairer les choix de société partout dans le monde. Donc on est dans la finalisation des rapports des 3 groupes de travail sur les bases physiques du changement climatique pour cet été, sur les impacts, l'adaptation, les vulnérabilités, et puis sur l'action qui permet de construire un développement soutenable en réduisant les rejets de gaz à effet de serre. Ces 2 autres rapports sont prévus pour le début de l'année prochaine. Donc pour le rapport du groupe 1 que je co-supervise, normalement il sera public à partir du 9 août, donc au milieu des vacances scolaires, et il s'appuie sur plus de 14 000 publications scientifiques, avec un gros travail toujours pour des réponses à des questions fréquentes, donc qui puissent être mobilisées dans le cadre de l'enseignement par exemple. Un résumé pour décideurs qui va être très court parce qu'on va l'approuver de manière virtuelle. Ça pose des difficultés particulières, et puis parce que c'est aussi plus utile en fait pour tous les citoyens qui ont envie de se l'approprier. Et la dernière chose, c'est qu'on aura aussi des ressources qui peuvent être utilisées comme un atlas interactif, donc un site internet qui permettra de manière interactive de naviguer dans l'information sur l'évolution du climat observé, sur les projections d'évolution future dans les différentes grandes régions du monde. Et cela peut être aussi des ressources mobilisables en classe. Les données seront également accessibles. Alors, on va juste faire participer, faire participer à distance, en prenant une question ou deux, et puis ensuite, nous allons entrer dans le vif du sujet avec un panorama de l'éducation au développement durable dans l'éducation formelle en France, avec Monique Dupuis. Alors, Valérie Masson-Delmotte, une question. Je la prends au hasard. Ce cours transverse de L2 à Saclay, c'est quel volume? Une UE? Combien d'heures? Est-il obligatoire? Merci. Alors ça a été construit comme effectivement un cours obligatoire qui s'inscrit dans des enseignements de licence de droit, de sport, STAPS, de médecine, de sciences. Alors le volume horaire, je crois, sauf erreur de ma part, c'était une trentaine d'heures avec une pédagogie inversée, c'est-à-dire en fait des vidéos préenregistrées à regarder, ensuite des contrôles de connaissances réguliers, des TP collectifs et des amphidébats. C'était comment dire, une construction un peu originale. Ça a fonctionné même dans le contexte du confinement des étudiants à distance. Pas aussi bien que si on avait pu être bien sûr physiquement présent pour les amphithédés ou les amphidébats. Et le retour des étudiants, comme je le disais, des 2000 étudiants, a été extrêmement positif. Certains soulignaient à quel point, quand ils n'avaient pas fait d'études scientifiques au lycée, ça leur a demandé beaucoup de travail de s'approprier ces connaissances. Et leurs attentes, c'était d'avoir plus de focus sur les enjeux qu'ils ont choisi d'étudier, par exemple les enjeux spécifiques droit et climat, ou les enjeux spécifiques sport, climat et biodiversité. Voilà, donc on va réfléchir sur la façon de faire évoluer ce MOOC par la suite. Et puis, moi, je suis également impliquée dans la construction d'un socle de compétences sur les enjeux climat qui touchera toutes les écoles de formation des cadres de la haute fonction publique, dans tous les domaines, un peu dans le même esprit. Donc, on voit qu'il y a une attente vraiment à renforcer la formation, finalement, dans tous les types de formation du supérieur, Oui. très nettement. Alors, on va prendre une autre question. Ce sera la dernière question avant de passer à un échange avec Monique Dupuis. Et puis, vous resterez pour continuer de répondre éventuellement à d'autres questions.
Alors ça, c'est une question qui va remonter tout au long de la journée, j'en suis persuadé. Comment distinguer des supports fiables des supports climato-sceptiques? Comment évaluer les ressources et faire connaître celles sur lesquelles s'appuyer en confiance? En confiance. Oui, alors c'est pas forcément quelque chose d'évident et puis, vous le savez très bien, on trouve sur les réseaux sociaux de la désinformation qui peut prendre l'apparence de la science. Sur le climat, ça a été particulièrement construit par des marchands de doute, en particulier, aux États-Unis et puis ensuite ça se propage, partout dans le monde. Je pense que l'idéal, c'est, de s'appuyer, sur, des ressources qui ont été, élaborées en mobilisant des scientifiques du domaine. Donc, Météo France a des ressources, très solides, hein, de même que l'Institut Pierre-Simon Laplace, les centres de recherche dans les universités, dans les différentes, régions. Les groupes régionaux d'experts climat peuvent être, éventuellement mobilisés comme ressources. Voilà, c'est ce que vraiment je recommanderais. Merci beaucoup Valérie Masson-Delmotte. Alors, soit vous restez, je sais que votre agenda est assez limité, est assez contraint, soit vous restez avec nous, soit pour répondre tout à l'heure à d'autres questions, soit malheureusement pour nous, vous reprenez une activité normale. Merci beaucoup. On se retrouve juste après le jingle.